Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence managériale. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir Philippe Brassac. Bonjour Philippe. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous. Eh bien, on est ravis de vous accueillir. La semaine dernière, vous étiez également très nombreux pour écouter François-Michel Lambert, qui est un des grands gourous de l'économie circulaire. Et si vous voulez apprendre pourquoi le point de vente est l'aboutissement d'une économie linéaire, la caisse enregistreuse, mais le point de départ de l'économie circulaire, je vous encourage à soit lire son livre, qui est vraiment un bouquin de référence qui a été écrit avec Walter Steil, qui est également un grand pape de l'économie circulaire, et ou d'écouter cette masterclass sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube. Voilà. Philippe, on est ravis de vous accueillir. Alors, on va quand même vous présenter, même si on ne vous présente pas, comme on dit, des grands Je pense que c'est patrons. utile, bien Vous sûr. êtes l'ancien patron du Crédit Agricole, que vous avez dirigé pendant 10 ans. Et on va échanger aujourd'hui autour du leadership, Mhm. et notamment du leadership dans l'incertitude, parce que vous avez traversé un certain nombre de crises. Mhm. Peut-être qu'on peut commencer, Paul-Henri, par un portrait de notre invité du jour. Bonjour Philippe Brassac et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes l'une des grandes figures du secteur bancaire français, un dirigeant qui a toujours su conjuguer rigueur financière, ancrage coopératif et vision stratégique à long terme. Né à Nîmes en 1959, vous êtes diplômé de l'ENSAE, école d'ingénieurs spécialisée en statistique et en économie. Vous intégrez le Crédit Agricole dès 1982 et effectuez l'essentiel de votre carrière. Vous occupez d'abord des fonctions opérationnelles au Crédit Agricole du Gard, avant de devenir directeur général adjoint du Crédit Agricole des Alpes-Maritimes, puis directeur général du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. En 2010, vous êtes nommé secrétaire général de la Fédération nationale du Crédit Agricole, où vous contribuez à rapprocher les caisses régionales de l'organe central et à renforcer la cohérence du modèle mutualiste. 5 ans plus tard, en 2015, vous prenez la direction générale du Crédit Agricole SA, l'une des toutes premières banques européennes. Sous votre leadership, le groupe a connu une décennie de transformation et de croissance. Vous avez simplifié sa gouvernance, renforcé les liens entre caisses régionales et maisons mères et confirmé la solidité du modèle bancaire universel. Vous avez accompagné le développement d'Amundi, devenu un acteur mondial de la gestion d'actifs et affirmé le rôle du Crédit Agricole comme acteur engagé dans la finance durable et responsable. En 2022, vous êtes élu président de la Fédération bancaire française, témoignant de la reconnaissance de vos pairs et de votre influence sur l'ensemble du secteur. Décoré de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, vous êtes reconnu pour votre fidélité au modèle coopératif, votre sens du collectif et votre capacité à piloter dans l'incertitude. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour partager ce parcours remarquable. Vous avez 169 000 abonnés sur LinkedIn, Philippe. Vous êtes top voice, c'est-à-dire que vous êtes des grands influenceurs sur LinkedIn. C'est important pour vous de témoigner? C'est important en fait d'essayer de transmettre son analyse et ses convictions dans la mesure où on est convaincu que ces convictions-là permettent finalement d'obtenir plus d'efficacité collective en convergeant vers des cibles avec des valeurs fondamentalement. Et je pense que s'exprimer vers le collectif, à la fois avec des convictions fortes, mais avec beaucoup d'humilité, parce qu'il faut, lorsqu'on s'exprime, avoir toute l'humilité des personnes qui sont convaincues, mais qui écoutent tout ce qui est autour de soi. C'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que sur LinkedIn, mes prises de parole ou d'écriture sont quand même plutôt rares, parce que j'estime qu'il faut prendre la plume que lorsqu'on a vraiment un message à délivrer, et pas juste quand on dit qu'on est très heureux d'avoir visité telle ou telle chose ou d'avoir fait telle ou telle chose ce jour-là. Donc oui, c'est un rapport au collectif qui est important et j'essaie d'y mettre en fait toute la conviction et la sincérité qui est la mienne. Alors c'est rare, mais c'est très remarqué, votre message de départ que vous avez écrit au mois de mai, avec près d'1 million de vues, donc c'est des messages qui sont rares mais forts. Vous parlez de valeurs, vous avez fait toute votre carrière au Crédit Agricole, vous avez commencé dans le Gard, d'où vous êtes natif. C'est assez atypique finalement, même aujourd'hui. Alors on disait de nos parents, nos grands-parents, qu'on faisait toute sa carrière dans la même entreprise. Aujourd'hui, c'est assez rare, notamment dans un monde capitaliste comme l'univers bancaire.
quelle leçon vous tirez, quelle leçon de leadership vous tirez de ce parcours extraordinaire que vous avez eu au Crédit En Agricole? fait, vous pensez, et je le comprends, que 42 ans dans un groupe comme le Crédit Agricole, c'est assez singulier. Je pense qu'en fait, c'est très naturel. Et pour comprendre cela, il faut intégrer le fait que le groupe Crédit Agricole, c'est pas une entreprise, c'est un groupe d'entreprises, mais vraiment au pluriel. Et il est constitué de centaines de banques, d'établissements de crédit ou d'entreprises d'asset management ou d'entreprises de leasing ou de factoring. Donc c'est un groupe d'entreprises dans lequel il y a une multiplicité de vraies fonctions de direction générale, de direction financière, de gestion actif-passif, et non pas des fonctions régionales de tout ceci. Et ceci, pour reprendre l'expression d'un président très connu du groupe Crédit Agricole il y a des années, de Saint-Flour à Singapour. Parce qu'ayant acquis Indosuez puis le Crédit Lyonnais, en réalité, on est bien au-delà de Singapour. Le Crédit Agricole, ça va de Saint-Flour, comme il disait, jusqu'à Tokyo, jusqu'à Sydney. Donc c'est un très grand groupe dont on sous-estime souvent la taille parce que le Crédit Agricole est vu comme une banque très provinciale, très terrienne, très accrochée finalement à la territorialité. Mais c'est aussi la 9e plus grande banque au monde. Et c'est de très loin la première banque de financement de l'économie française, avec le fait que nous sommes, je dis toujours nous, vous voyez, en parlant de Crédit Agricole, c'est le premier employeur privé en France, plus de 100 000 collaborateurs en France. C'est la première part de marché dans beaucoup de sujets bancaires, d'épargne, de crédit. Et donc, si vous devez statistiquement rentrer dans une grande entreprise en France, il est plus probable que vous rentrez dans le groupe Crédit Agricole que dans toute autre entreprise en tant que telle. Donc, cette diversité, la taille et la diversité de ce groupe fait que on peut avoir un parcours très différencié, très riche et très divers, où vous devez d'ailleurs rencontrer des environnements très différents, alors même que vous êtes à l'intérieur d'un même groupe. Donc, et une des marques de cela, c'est que pour moi, c'est passé à la vitesse de l'éclair. Enfin, quand effectivement on me rappelle que cela fait 42 ans, je me dis: «C'est pas possible». Enfin, c'était hier que je rentrais au Crédit Agricole du Gard, à Nîmes, qui est effectivement, comme vous le rappelez, mon territoire natal. Alors vous avez joué un grand rôle pour, trouver le bon équilibre entre, le poids des caisses régionales et l'organe central. Le Crédit Agricole est, je crois, le premier organisme mutualiste au monde. Heu Quelle est la spécificité d'être un leader, d'être un dirigeant dans un environnement, finalement où le pouvoir est très partagé? Alors, il est très partagé, c'est ce qui veut dire que de facto, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait, dans un collectif. Et je dis pas ça par excès d'humilité ou le contraire, mais vous ne faites rien seul dans un groupe de cette nature-là. Mais ce que je me suis vraiment efforcé de faire, c'est pas de trouver un équilibre. Un équilibre, c'est très statique, c'est très, au fond, sans mouvement. J'ai essayé non pas de doter, mais de refaire apparaître, en fait, la raison d'être collective du groupe, celle qui réunit, celle qui lie au sens, qui relie, au sens vrai du terme, les entreprises, et les hommes et les femmes, les équipes du groupe Crédit Agricole. Et cette raison d'être collective, elle n'est pas si facile que ça à formuler, mais une fois qu'on le dit en langage client, c'est très simple. Les entités du groupe, je vais prendre que la France, je prends une caisse régionale, quelle qu'elle soit, de Centre-France, Sud-en-Alpes, de Provence-Côte d'Azur. En fait, elle est responsable de son territoire et elle le peut coordonner et en fait globaliser l'ensemble des prestations et des services d'un groupe qui, lui, est universel et mondial, avec de l'asset management, de l'assurance, de la prévoyance, de l'immobilier, de la télésurveillance, avec des connexions dans le monde entier. Et ce modèle-là, on l'appelait la banque universelle de proximité, c'est-à-dire en fait la capacité des banques de territoire, en France comme en Italie, par exemple, aujourd'hui, au fond, d'apporter le global au local. Et ça, c'est une histoire collective. C'est pas le fait qu'on est dans un même groupe comme un conglomérat, c'est-à-dire c'est du sens que nous donnons à l'approche que nous essayons d'avoir, globale de l'intérêt d'un client, global dans, l'ensemble de son périmètre, patrimonial, qu'il s'agisse d'entreprise ou de particulier, mais aussi dans le temps. Et c'est vraiment l'histoire du groupe Crédit Agricole parce qu'il s'est développé de cette façon-là. Par des caisses régionales qui au départ faisaient surtout du crédit de l'épargne, qui ensuite, parce qu'elles voulaient une approche globale, on dit il faut aussi vendre des SICAV, donc on a créé la Centre d'Amundi pour cela, qui ensuite s'est dit bah, il faut aussi des produits de retraite, il faut des produits d'assurance, il faut aussi servir les entreprises. Donc ce groupe a créé au fur et à mesure tous les besoins qui étaient le sien pour l'universalité du service.
Et donc, ce que je me suis beaucoup efforcé de faire, avec beaucoup de répétitions, d'ailleurs, c'était un peu lassant sans doute pour tous ceux qui m'écoutaient à ce moment-là, c'est de rendre plus lisible cette raison d'être collective. Et quand vous faites cela, ben, vous donnez beaucoup de cohérence, vous donnez beaucoup de liant, sans avoir de préoccupation d'équilibre qui serait au fond la recherche de quelque chose dans des forces opposées. Et c'est pas ça la recherche du mouvement du groupe Crédit Agricole. Et c'est ce qui a fait fondamentalement, je le dis au passage parce que c'est une histoire incroyable que ce groupe est né, à la fin du 19e siècle à Salins, dans le Jura, pour servir des agriculteurs, qui étaient, pas servis par le système bancaire. Donc, autant dire que c'était pas parti pour être une licorne, quand même. Et un siècle plus tard, en 1981, c'était la plus grande banque au monde. En 1980, depuis, les Américains ont permis à leurs banques d'être plus universelles et les banques chinoises ont pris de la taille, mais, ce groupe est une expansion lié à l'universalité, que ce groupe souhaite avoir de l'approche globale de ses clients et grosso modo pour tous les clients, tous les types de services, tous les canaux, partout, pour tous, des plus fortunés aux plus modestes. Et je me suis vraiment efforcé de faire, c'est de redonner cette lecture à tous pour entretenir cette dynamique qui n'est pas bornée. Parce que le périmètre des besoins des clients, qu'il s'agisse des professionnels, des particuliers, des PME ou des très grandes entreprises, par définition, c'est un périmètre qui ne cesse de croître. Donc c'est cette dynamique que je me suis vraiment efforcé d'apporter. Est-ce que les contraintes réglementaires, on sait qu'elles sont très nombreuses dans l'univers bancaire, les contraintes, IT, de sécurité, est-ce que ces contraintes-là ne pèsent pas sur l'autonomie, locale, des acteurs que vous encouragez? Oui, oui, elle pèse bien sûr, mais toute contrainte de conformité pèse et j'ai souvent agi, notamment avec la fédération des banques, pour essayer d'assouplir certaines contraintes, en tout cas celles qui paraissaient non productives de sécurité et beaucoup plus productives de lourdeur bureaucratique que les clients, au fond, perçoivent in fine. Mais en même temps, j'ai toujours fait partie des rares qui disent que la conformité, les contraintes, c'est nécessaire. La finance, c'est complexe, c'est intriqué, c'est mondial, donc il y a des circuits qui s'interconnectent partout. Donc, essayer de la maîtriser pour qu'il n'y ait pas des crises systémiques qui apparaissent et qui se propagent, comme on a eu la crise des subprimes Mmh. américains. Normalement, ça aurait dû rester dans les bilans, des banques américaines. Eh bien, je trouve que, ce torrent permanent de contraintes pour apporter du prudentiel, il est légitime en tant que tel. Donc, ce que nous devons affronter en tant que banque, mais tous les entrepreneurs connaissent ça, c'est pas tellement, un excès inévitable de conformité qui essaie de tenir, les choses dans le lit de la rivière en tant que tel. C'est plutôt le fait que nous devons affronter une complexité qui est de plus en plus grande. Mmh. Parce que la réglementation est de plus en plus dense, parce que l'IT est de plus en plus complexe, parce que les comportements de clients sont de plus en plus différenciants, parce que les attentes de nos collaborateurs sont de plus en plus diverses. Donc en fait, ce à quoi nous devons nous préparer de plus en plus, c'est que nous avons une complexité qui ne cesse de croître. Et les startups connaissent ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme de difficulté pour les startups d'être très petites, mais en même temps de liberté d'action qu'elles vont perdre au fur et à mesure Mmh. qu'elles croissent, parce que globalement, l'universalité, la taille, ça vous rajoute des contraintes qu'il faut arriver à intégrer et ça, effectivement, ce sont des facteurs de frein. Mais je pense qu'ils sont naturels et en tout cas, ils sont inévitables. Alors vous parliez de crise, on arrive en 2008. En 2008, vous n'êtes pas encore, ni secrétaire général, je crois que vous le devenez en 2010, pas encore directeur général du groupe. Vous êtes à la tête, d'une caisse. Comment est-ce que vous vivez cette, incroyable première grande crise, bancaire? Eh bien, en fait, je l'ai vécu avec beaucoup de, comment dire? De souffrance affective parce que, beaucoup de choses ont été dites et répétées et amplifiées qui étaient juste fausses. Voilà, Il y a un peu du banking bashing, non, il y a eu là. totalement du banking bashing, Mmh. totalement, en tout cas le banking bashing des banques françaises et la tentation est très forte lorsque la rumeur, lorsque les convictions de bonne foi, hein, des politiques, des médias, des observateurs, des économistes, de vos clients, se forgent. La tentation est très forte de baisser la tête, dire: «Bon, oui, vous avez raison, on le fera plus tôt». Sauf que, par exemple, les banques ont coûté 300 000 000 € et juste faux.
Les banques françaises n'ont pas coûté 1 € au budget français, de même rapporté 3 à 5 milliards d'euros liés aux garanties que l'État a apportées pour fluidifier le système interbancaire en tant que tel. Et donc on a eu à affronter des choses qui étaient complètement irrationnelles, qui étaient du registre de l'erreur de diagnostic en tant que tel. Et ce que vous devez affronter souvent, c'est que dans ce cas-là, et je l'ai également vécu dans la crise Covid en 2020, il y a une forme d'emballement collectif pour qualifier la crise comme étant extrêmement grave. Évidemment, si elle est grave, il faut trouver les coupables ou à tout le moins les responsables. Et c'est paradoxal, c'est-à-dire que même si vous expliquez, même si vous rassurez, non pas de façon théorique, mais convaincante sur le fond, vous sentez bien qu'il faut pas gâcher le sentiment de crise. Mmh. C'est curieux. Souvent, je dis, il faut jamais gâcher la crise parce que vous n'êtes pas écouté de façon très enthousiaste, comme je vais prendre l'exemple de 2020, lorsque tout le monde venait nous dire, il y a le mur de faillite de septembre 2020. Et moi, je ne savais pas s'il aurait lieu ou pas, mais j'étais convaincu qu'il était évitable en tant que tel. Eh bien, c'était pas perçu comme un espoir. C'était perçu comme une contradiction, limite irresponsable, limite gâcheur de crise, L'aveuglement. limite, vous faites pas preuve de l'empathie nécessaire vis-à-vis de tous ceux qui vont faire Ouais. faillite, et cetera. Donc, je trouve que quand vous êtes responsable au cœur d'un maelstrom de cette nature-là, c'est très compliqué d'affronter les convictions collectives de bonne foi, une nouvelle fois, Mmh. de ceux qui racontent exactement le contraire de la réalité. Et je dis, les banques françaises n'ont pas coûté 1 € aux Mmh. contribuables français à la crise de 2008, à l'exception particulière du franco-belge Dexia. Ouais. Voilà, tout le reste, pas du tout. La crise était réellement celle des subprimes américains. Il n'y a pas une banque française qui excelle un seul subprime. Et deux, je vais vous citer une anecdote. Lorsque ceci prend une ampleur démesurée dans un mois particulier de 2008, je ne sais plus exactement lequel, moi je suis en train d'inaugurer sur le boulevard Carnot à Cannes une agence dédiée totalement au crédit immobilier. Voilà, on met nos collaborateurs. Et pendant ce temps, tous les médias racontent les banques ont décidé de plus prêter. J'ai beau mettre, à l'arrière du bus partout, vous entendez dire: «Les banques ne prêtent plus, venez au Crédit Agricole», j'ai pas eu un client de plus pour ça. Autrement dit, vous avez, quelque chose, qui se forme dans l'opinion de façon générale, et il faut affronter cela parce qu'en même temps, ça peut être très dangereux. C'est-à-dire ce qui est irrationnel peut devenir autoréalisateur. Ouais. La crainte qu'on ne puisse pas retirer son argent des banques est une crainte qui est infondée, sauf que si tout le monde retire, le système s'effondre. Mmh. Et donc c'est très difficile d'être au milieu de tout ça et d'aller dire, calmement, posément, la réalité et en fait, de donner, comment dire? Une lisibilité sur le fait que non, le système peut tenir, qu'il va tenir et donner de la rassurance et en même temps, trouver le chemin de cette sortie de crise en tant que telle. Et ce sont des épreuves en fait en communication parce que soit, vous vous tairez en disant: «Je vais attendre que ça passe», soit, vous essayez, comme c'est souvent recommandé en communication, de partir des convictions des autres, Mmh. et d'essayer de les atténuer. Les banques n'auraient pas coûté 300 milliards, mais que 200 ou 150. Soit, bah, faut aller dire: «Bah, non, c'est pas la réalité» et il faut et mon expérience personnelle, pour le coup, pour donner une connotation, positive à tout ça, c'est que quand vous prenez la parole, quand vous y allez, au Crédit Agricole, vous avez des assemblées générales de caisses locales chaque année. Mmh. On rencontre au total plus d'1 million d'individus dans les réunions. On était en pleine crise. Quand vous y allez, vous êtes présent, les gens sont inquiets, mais vous parlez, vous expliquez, les gens vous écoutent. À condition évidemment de dire les choses simplement, de les dire sans suffisance, de les dire avec l'humilité de ceux qui ne savent pas ce que sera le futur, mais qui donnent les clés d'explication et de pédagogie à tout un chacun. Ça, c'est une expérience personnelle qui m'a laissé penser que, vous êtes toujours gagnant, à être présent dans les moments de crise, à dire les choses très simplement, alors même, je le dis en tant qu'être humain que, C'est dur. oui, c'est dur. Vous n'avez pas vraiment envie de prendre des risques sur les plateaux, radio ou télé parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être mauvais, vous avez peur de dire un truc qui va partir comme comme une traînée de poudre. Mais en fait, il faut le faire et il faut le faire en grande transparence, en grande simplicité. C'est presque, à vous entendre, un devoir de citoyen, parce que vous êtes en position, Absolument, très visible et il y a absolument. besoin de faire de la pédagogie,
à ce moment-là? Oui, et ce qui est difficile, c'est que les médias, de façon générale, et je peux pas leur reprocher, pensent que si on va expliquer qu'il y a pas de crise bancaire, que les banques sont solides et tout, ils vous disent: «Bon, vous pouvez pas dire autre chose». Oui. Oui, mais n'empêche que c'est la vérité, donc donc il faut y aller, il faut aller répérer. Mais je pense que pour être crédible, il faut donner les minima d'explications, qu'on croit trop techniques et qui ne sont pas. Parce que quand vous expliquez les choses, tout le monde comprend. Je trouve que, de façon générale, on ne fait plus les efforts d'expliquer, de donner de l'information. En fait, on donne des convictions. Ça suffit pas. Les convictions, ce sont les vôtres. Si vous dites pas, les éléments qui vous permettent de construire cette conviction, bah, vous ne faites pas adhérer à ceux qui vont suivre la même lecture, le même raisonnement et qui peuvent, à ce moment-là, conclure comme vous. Et il faut le faire. Et on se rend compte que le système financier, le système bancaire notamment, est tellement mal compris, sur le fond, qu'il y a quelques explications de base que tout le monde peut comprendre, qui sont très utiles en moment de crise pour éviter les paniques autoréalisatrices, qui sont le seul danger, en fait, de ces moments de crise. Avec le recul, comment est-ce que la parole d'un grand dirigeant du CAC 40, se coordonne avec la parole politique dans ces cas de crise? C'est une bonne question. En tout cas, j'ai vécu, plus particulièrement celle, de la crise Covid et pour le coup, juste pour corriger, j'ai été 3 fois président de l'AFBF. Je l'étais, pas qu'en 2022, mais aussi dans une période dans la première partie de la crise Covid. Donc j'étais souvent, sur les plateaux, de radio ou de télévision. Évidemment, mon discours s'inscrivait dans tout ce que les autres racontaient. Le paradoxe, c'est que, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un paradoxe ou si c'est inévitable, je pense avoir, dit à peu près les mêmes choses que la parole politique, mais avec ma casquette professionnelle en tant que telle. Quand je disais, par exemple, je reviens à la crise de 2008 sur, les banques françaises n'ont pas coûté 300 milliards, alors même le premier ministre qui était, François Fillon disait la même chose. Il était pas plus, cru ou écouté Mmh. que nous, mais, le politique dans les moments de crise, en tout cas c'est l'expérience qui a été la mienne, notamment sur la crise Covid, je trouvais que le politique faisait le job. Mmh. Ils ont dit ce qui se passait, il y avait les incertitudes et et finalement, ils ont apporté des explications que moi je pouvais compléter Mmh. sur le plan, professionnel. Quand, le président de la République, quand le premier ministre, quand les ministres concernés disent qu'on peut sauver l'économie par, les dispositifs qui étaient mis en œuvre, moi je ne faisais qu'expliquer comment je voyais par la création monétaire temporaire, comment on allait pouvoir passer au-dessus des manques d'activité. Quitte à ce qu'après, il faille rétracter cette masse monétaire et donc créer inévitablement une part d'inflation et de surcoût qui allait arriver, et d'augmentation des taux d'intérêt pour la suite. Et donc j'apportais une parole d'explication sur ce qui était faisable en tant que tel, mais il y avait une surdité, un peu partout dans les systèmes. Il y avait, je le répète, ce fameux mur de faillite de septembre 2020, qui évidemment, n'a jamais eu lieu. Il était tellement ancré que je me rappelle des médias très sérieux, très très économiques, je vais pas Mmh. citer lesquels, qui, à un moment donné, en mai ou en juin 2020, titraient: «Allez au tribunal de commerce, pour l'instant il y a personne, mais allez-y maintenant parce qu'après vous allez être submergés». Et je me disais: «Mais c'est pas Ouais, possible, enfin de voilà», donc il a responsable. et même en interne, je dois le dire, dans la gouvernance, il y avait ce côté: «Mais, est-ce que tu es sûr de ton coup?» et je dis: «Non, je suis pas sûr de mon coup, je suis sûr qu'il y a un chemin Oui. pour passer». Donc et si évidemment on décide de pas le prendre, voilà, la seule façon d'être sûr de rater, c'est de pas croire qu'il y a un chemin pour réussir en tant que tel. Mais pour vous dire un petit peu en anecdote et en souriant, moi, mon état d'esprit à ce moment-là, c parfois, j'ai tellement affronté l'irrationnel, je me vois, je ne sais plus avec quel journaliste qui revenait sur: «Mais le mur de faillite de septembre 2020», je veux dire, au bout d'un moment, j'étais tellement usé sur mes arguments que j'ai dit: «Mais pourquoi septembre? Pourquoi pas août? Parce qu'on est à la plage en août, on n'a pas le droit de faire faillite? Pourquoi c» et là, les gens se rendaient bien compte qu'en fait, il y avait une idée générale qui n'avait pas de contenu, mais qui était tellement répétée qu'elle pouvait devenir autoréalisatrice en tant que telle. Donc voilà, en temps de crise, bah, il faut être présent, il faut, expliquer. Il faut pas dire qu'on sait ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut ouvrir le chemin des possibles et montrer qu'il y a des voies qui permettent que le pire ne se réalise pas.
Alors là, vous parlez de votre parole publique. Est-ce que vous pouvez nous faire rentrer comme une petite souris dans votre bureau à ce moment-là? Et comment vous changez votre communication, votre mode d'interaction, votre gouvernance en interne? Alors moi, je pense que, en fait, je pense pas qu'il y ait des moments de communication de crise. Je pense que la communication en crise est crédible si elle est déjà crédible lorsque vous êtes pas en crise, en interne comme en externe. C'est-à-dire que et pour qu'elle soit crédible, il faut un dirigeant normalement et fondamentalement doit avoir la même communication en interne comme en externe et elle raconte l'histoire de la société. À tout le moins ce qu'elle est et ce qu'elle essaie d'être, ce vers quoi elle essaie d'aller. Elle ne prétend pas à dire: «Je fais tout bien, tout est parfait» et cetera, mais il faut qu'elle explique son projet. Le projet, c'est, cet horizon qui fuit, vers lequel vous tendez avec sincérité et si, heu, au moment où vous prenez vos responsabilités et dans le temps, vous expliquez ce qui vous anime, ce vers quoi vous essayez d'entraîner le collectif de vos équipes, à ce moment-là, ce discours prend une capacité d'écoute et de crédibilité qui est forte parce qu'elle a été étayée avant la crise en tant que telle. Vous pouvez pas inventer, vos raisonnements, d'entreprise ou de projet pendant la crise. Vous devez juste être présent pour dire: Moi, je pense qu'on peut regarder au-delà de la crise parce qu'il y a des chemins pour traverser cette crise et aller au-delà». La 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 seule difficulté, réelle qu'une crise peut créer, ça a été le cas de la crise Covid en 2020, sont des difficultés matérielles et qui étaient pas ni sur la tonalité, ni sur le contenu. Je me vois, la première semaine de crise Covid, de confinement. Donc moi, j'étais un dirigeant, j'avais la chance, l'opportunité de pouvoir, m'auto-accorder, de pouvoir me déplacer et donc d'aller tous les jours au travail et j'allais tous les jours à Montrouge, au siège de Crédit Agricole SA et je me vois le premier ou le deuxième jour me dire: «Bon et maintenant comment je fais pour communiquer?» parce que à juste titre, nos équipes de com n'étaient plus là, il y avait quand même une grande peur sur le risque vital du Covid. Donc je suis, non pas tout seul dans mon bureau parce qu'on a à peu près la direction générale qui est présente, la secrétaire générale qui était présente et elle me dit: «Il faut que tu communiques aux collaborateurs». Je dis: «Oui, je fais comment?» et puis je dis: «Bon, ben, j'ai une idée, sortez de mon bureau». Je prends mon iPad, voilà, j'appuie sur la caméra inversée et je me filme sur l'iPad, alors pendant, 15 ou 20 minutes sur un discours qui se voulait condenser, mais le message se résumait en 3 ou 4 minutes, mais bon, voilà, j'ai pas non pas improvisé, mais je l'ai fait, de façon très transparente et très sincère et je me vois très bien dire comme message principal, un qu'évidemment la banque faisait partie du système économique, qu'on ne pouvait pas laisser tomber l'économie parce qu'on partirait avec, tout simplement. Parce qu'il y avait quand même un état d'esprit sur le thème, chacun doit se planquer. Physiquement, mais aussi les entreprises. D'une certaine façon, chacun va essayer de sauver sa peau. Bon et moi je fais une analyse qui mérite pas le prix Nobel d'économie, qui est: «Mais en fait, si le système s'effondre, on va s'effondrer avec» et donc mon message, était très, très simple. Le premier c'était: je vous demande d'aller prendre soin de nos clients, vraiment, voilà et je le dis pas, c'est pas une fois c'était interne, hein, c'était pas de la publicité extérieure. Prenez soin de nos clients, allez le plus possible en proximité vis-à-vis d'eux, essayez de les aider à passer ce moment qui va être très difficile, et je vous fais confiance, vos décisions seront les miennes. Parce que quand on a un groupe aussi multiples, aussi complexes, aussi grands que le nôtre, vous pouvez pas envoyer vos consignes sur la façon d'aider les clients. C'est totalement impossible. Donc, ce message qui est celui de la confiance pour dire: «Vous allez être responsable en proximité et s'il vous plaît, vraiment, faites tout pour aider nos clients où qu'ils soient dans ce moment». Ce message évidemment a été très, très bien perçu, sur la forme comme sur le fond. Les personnes qui m'ont contacté au moment de mon départ, au mois de mai, se rappellent tous de ce message vidéo en tant que tel. Mais je trouve qu'en même temps, il ne pouvait être que celui-là. Il est naturel. Comment vous faites en période de crise? Eh bien, vous vous adressez à vos collaborateurs, vous vous adressez le plus directement possible à eux, en les regardant, en parlant. Et je pense que si on ne pouvait pas être dans le présentiel de l'image, un dirigeant, ça peut écrire, mais ça peut parler en même temps. Je pense que l'écriture est nécessaire, mais l'indispensable, c'est la personne qui parle.
J'aurais écrit les mêmes choses, j'aurais diffusé, ça aurait pas exactement, fait le même effet. Mais par la suite, toutes, les 2-3 semaines, en tout cas, à chaque fois qu'il y avait un événement sur le confinement, j'écrivais, un mail à tous les collaborateurs. Parfois, j'utilisais LinkedIn pour faire cela et je concluais toujours avec beaucoup de sincérité par, «Prenez soin de vous et prenez soin de nos clients». Voilà, et ce sont des choses simples mais tellement fondamentales qu'elles étaient vraiment bien prises et bien acceptées par tout un chacun. Et assez contre-intuitive par rapport à des modèles où on se dit: «On est en crise, on contrôle tout, on ferme tous les robinets et on essaye de maintenir, à flot, Ouais, l'organisation». C'est un modèle qui est pas courant, enfin qui était pas courant à cette époque. je dois vous dire et ça sera un petit, un coup de griffe, pas méchant de ma part, mais quand même que je ne peux pas ne pas citer à ce moment-là, c'est qu'on avait une supervision bancaire, notamment européenne, qui nous enjoignait plutôt de nous recroqueviller. Voilà, c'est pas le moment où ils ont relâché les contraintes de fonds propres ou de liquidité qui nous auraient permis d'être plus audacieux. Ça a été le contraire. Ils ont d'ailleurs rajouté de l'inquiétude en décidant tout de suite que nous ne pourrions pas distribuer de dividendes, induisant le fait que nous serions à perte, ce que nous n'avons jamais été. Donc ce mouvement que je leur reproche pas sur le fond parce qu'ils voulaient rajouter de la prudence. Mais quand tout le monde se montre prudent, tout le monde inquiète le système. Et en fait, dans une crise aussi systémique que celle-là, une nouvelle fois, ça ne mérite pas le prix Nobel d'économie ni de management. Il est évident que si le système s'écroule, vous partez avec. Donc donc il faut tout faire pour aider le système en tant que tel et les risques que vous allez prendre, ils sont largement à votre profit. En tout cas, au crédit de votre propre sauvegarde dans le temps. Et ce qui me paraît intéressant comme message managérial, notamment au système financier, mais pas qu'au système financier, c'est qu'en temps de crise, on voit à quel point nous sommes liés au sort de nos clients. Parce que si tout le monde tombe, vous tombez avec. Ça devrait être la même chose en moment de non-crise. C'est-à-dire qu'individuellement, microéconomiquement parlant, on voit bien qu'on a intérêt à ce que chacun de nos clients s'en sorte, à ce que chacun de nos clients, entreprises ou ménages, trouve de la prospérité. On n'est pas des fées clochettes, on n'a pas de solution miracle, mais notre intérêt n'est jamais adverse à celui des clients. Il faut que ça prenne l'échelle systémique pour qu'on s'en rende vraiment compte. Voilà, donc je le dis au passage parce que cette idée que le rapport entre une entreprise et son client est un rapport de force, d'équilibre entre l'intérêt du client et l'intérêt de l'entreprise est faux. Il faut que l'entreprise maximise l'intérêt du client pour pouvoir espérer en tirer profit, en tirer un bénéfice justement rémunéré par les clients. Alors le Crédit Agricole a été, je crois, le plus gros contributeur au PGE. Est-ce que, avec le recul, on est allé trop loin ou est-ce que finalement on a réussi à mettre de l'huile dans l'économie et ça a permis à l'économie de redémarrer plus vite? D'abord, j'en profite, voilà, j'ai consacré ma vie au Crédit Agricole, j'en profite pour dire que le Crédit Agricole n'était pas que le premier contributeur au BGE, c'est toujours la plus grande banque de financement de l'économie française, et de très loin et aujourd'hui, c'est le premier contributeur fiscal et social en France tout court, pas que banque. Et on n'est pas qu'en France, mais on est les premiers contributeurs fiscal et social en France. Preuve est que vous pouvez, joindre la réussite commerciale et financière d'une entreprise et son juste partage dans votre écosystème ou dans votre société, bon, en tant que telle. Mais votre question, c'est: est-ce qu'on est allé trop loin dans le pontage de l'économie? Non, mais je rajouterai un bémol à ceci, sur la période qui a suivi. On n'est pas allé trop loin parce que en réalité, il a fallu ponter l'économie sur, grosso modo, 3 mois d'activité qui ont disparu. C'est énorme. Normalement, effectivement, vous tombez quand vous avez pas des marges suffisantes pour dire: «Bon, je suis pas à 3 mois près d'activité». Et ceci, ça enjoint le fait, sans vouloir être trop technique, que la Banque centrale européenne, l'Institut d'émission de la monnaie, de la création de monnaie, élargisse son bilan pour, même si ça paraît bizarre à tout un chacun, créer la quantité de monnaie qui n'existait pas avant. On a distribué des milliers de milliards d'euros qui n'existaient pas au 1er janvier 2020 Mmh. et qui, si on les maintenait tels quels,
alors que le reste de la planète ne le ferait plus, créerait une hyperinflation et une dégradation forte de notre devise, puisque notre devise paraîtrait être une monnaie de singe dans les échanges internationaux. Mais comme tout le monde, toute la planète était sur le même problème, le même diagnostic et les mêmes solutions, la création monétaire, l'injection d'aide dans l'économie était nécessaire, était utile, était une réussite et n'était pas un problème. Mais il fallait avoir ensuite, le courage, la responsabilité, le discours, dire: «Oui, mais c'est un peu comme le dentifrice, il va falloir que ça rentre un peu dans le tube après», même si on n'a pas d'expérience, comment dire? Heureuse en la matière. Parce que si on laisse cette quantité de monnaie circuler dans le système, là où elle a en fait, comblé un trou, elle va faire une bosse et en fait, plus de monnaie que d'activité, ça fait de l'inflation, tout le monde est perdant et ça fait de la dévalorisation de la devise. Donc il fallait expliquer que ça avait un coût, que c'était réaliste, alors que beaucoup ne me croyaient pas. Oui. Moi, on me disait: «Mais alors l'argent, c'est magique, on peut créer la monnaie, ex nihilo». La réponse est oui, elle est même toujours sortie ex nihilo. La monnaie, c'est une convention immatérielle dans lequel tout le monde croit pour pouvoir accepter les échanges plutôt que le troc en tant que tel. Mais derrière, il fallait expliquer qu'il fallait retirer cela et la façon de le retirer, c'est soit ce qu'on a vécu, un mélange d'inflation et un mélange d'augmentation des taux d'intérêt pour rétracter la capacité de crédit et donc freiner l'activité au moment où la vraie activité commerciale reprenait. Mais je n'ai pas entendu de façon assez pédagogique, faut pas dire courageuse, Mmh. le système expliquait que oui, après la crise, eh bien, il y avait une volonté de rétracter la capacité de crédit. Oui. Je l'ai jamais entendu. Or, c'est ce qui a été fait, parce que lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, c'est pas pour punir l'emprunteur, c'est pour qu'il y ait moins de crédit, fondamentalement. Et donc, on n'a pas tenu toute la pédagogie de ceci. Donc, je pense que on a fait ce qu'il fallait. L'État a fait ce qu'il fallait. Les banques ont accompagné l'État parce que c'est l'État qui a sauvé l'économie. C'est pas la banque, bon, seulement et directement. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout de la pédagogie de cette crise qui aurait dû être présentée comme une forme de sinusoïde. Oui. On fait un effort très important en 2020-2021. Ensuite, il faudrait un peu, entre guillemets, d'austérité financière ou monétaire. Et en lieu et place, on a parlé de relance. Oui. C'est-à-dire non seulement on sauve tout le monde, mais en plus on relance. Et ça, c'était pas possible. Et je trouve qu'aujourd'hui, la société est dans un état un peu d'incompréhension de ce qui s'est passé, et d'ailleurs de consternation vis-à-vis de la dette et de la finance publique. Non pas parce qu'on aurait peut-être pu s'y prendre autrement, mais en tout cas, il pourrait y avoir une compréhension macroéconomique et macrofinancière qui soit plus forte que ce qui est le cas aujourd'hui. On a manqué une opportunité d'une belle leçon d'économie finalement? Oui, mais en même temps, je dois à la vérité de reconnaître que l'économie est tellement peu expliquée. Hem, quand vous prenez simplement le fait que tout entrepreneur sait qu'il a un bilan avec un actif, un passif, un poids à ressources. La plupart de ceux qui ne sont pas entrepreneurs ne connaissent pas la notion de bilan. Je prends les banques. Les banques, c'est pas compliqué. Au passif, en ressources, c'est une charge. On a de l'épargne confiée par nos clients. On en fait quoi à l'actif, en emploi? On la prête à l'économie. Les crédits ne sont ni plus ni moins que la transformation par les banques en taux et en liquidité de ce qui est court et volatile individuellement d'épargne côté passif en crédit à l'économie en tant que tel. Donc on ne fait que prêter l'épargne qui nous est confiée. Je pense que beaucoup pensent qu'on a juste des crédits au coffre. Est-ce que vous pouvez pas faire plus de crédits? Nous ne pouvons pas faire plus de crédits que l'épargne Mmh. qui nous est confiée dans nos bilans en tant que tels. Cette simple notion que la banque, fondamentalement, son métier cœur, c'est celle de pouvoir fabriquer des crédits en prenant le risque de transformation de quelque chose qui est liquide, qui est retirable et qui est court en quelque chose qui n'est pas retirable, que sont les crédits, qui sont longs et qui sont fixes en tant que tels. Et on y arrive parce que nous bénéficions de l'effet statistique. Mmh. Là où l'individu est imprévisible sur son dépôt à vue, si vous avez 25 millions de clients, si vous gérez, c'est le cas du groupe Crédit Agricole, une somme de bilan de 2 400 milliards d'euros, Mmh. vous arrivez à déployer des méthodes statistiques qui font que nous pouvons déployer des crédits à l'économie à partir d'une transformation. Mais la plupart des observateurs, y compris souvent, parce qu'on est faible en pédagogie, nos propres collaborateurs, ignorent que c'est notre fonction de base et que c'est notre utilité et que sans nous, les crédits n'existeraient pas.
Personne ne prêterait à un ménage taux fixe long 20 ans à partir de rien. Vous pouvez pas trouver 10, 15, 20, 200 ménages, 200 épargnants qui vont vous prêter ce type de crédit en tant que tel. Donc, on a une sorte de défaut pédagogique de base, à la fois sur l'économie et sur les systèmes financiers de façon générale, ce qui fait que et quand je prends même la question de la monnaie, qui, nouvelle fois, est une la monnaie, pour le coup, c'est vraiment une convention tenue par les instituts d'émission et les banques centrales. C'est quelque chose et qui n'est pas compris et qui peut être mal exploité. Moi, j'ai entendu des politiques dire: «Mais on voit bien qu'on peut créer la monnaie comme on veut, donc il y a aucune raison de pas continuer». Et d'autres répondent: «Mais non, on peut pas créer la monnaie comme on veut». La réalité, c'est qu'on peut créer de la monnaie, mais c'est pas indolore, c'est pas non dolosif dans le temps, si vous le faites pas dans des circonstances particulières et avec, finalement, un post-crise, une après-crise qui tiendra compte de ce que vous avez fait d'exceptionnel pendant la crise. Comment est-ce qu'on pourrait réconcilier les Français avec l'économie? Vous avez Bah, 3 moi vous moi vous je avez 3 heures. ouais, non, non, je pense qu'il y a un bout de la ficelle qui est simple à tirer, c'est que je pense que les Français aiment bien et respectent les entrepreneurs. Alors assez paradoxalement, ils considèrent que les entrepreneurs sont plutôt les petits, ceux qui risquent plus manifestement d'échouer que les gros qui ont réussi. Ça, c'est un travers un peu psychologique, mais je pense que les Français respectent les entrepreneurs parce qu'on connaît tous, les entrepreneurs, c'est quoi? C'est les artisans, c'est les commerçants, c'est les petits pros, on les respecte vraiment. Et s'ils deviennent plus gros, ils deviennent des PME, ils peuvent devenir des ETI, ils peuvent devenir des très grandes entreprises. Et donc, il y a pas un fossé entre le monde des entreprises et les Français de façon générale, mais le lien, ce sont les hommes et les femmes, ce sont les entrepreneurs. Et donc on donnerait plus d'explications sur comment on fait pour devenir entrepreneur? En tout cas, quelles sont les contraintes, que sont les règles, que sont les savoir-faire qu'un entrepreneur doit avoir? Je pense que ça intéresserait fondamentalement, et ça donnerait un continuum à partir de l'expérience privée de tout un chacun. On a tous des relations avec des entrepreneurs tout le temps. Donc voilà, je pense que plutôt que de partir de choses trop doctrinales, trop universitaires, on devrait partir de l'avis en proximité des entrepreneurs et montrer et cheminer vers ce qui paraît, hors de portée en compréhension, mais qui n'est que la continuité de cela. Les très grandes entreprises et les très grands systèmes, notamment la finance, qui est intriquée entre l'assurance vie, l'asset management, le private equity, les bilans bancaires et qui sont mondiaux parce que à la fin du fin, on peut comprendre et on admet que c'est plutôt pas mal que pour que l'épargne finance les besoins de crédit, eh bien, tout ça soit globalisé parce qu'à certains moments, c'est quand même plutôt utile que un bassin d'épargne asiatique permette de financer l'Europe ou les États-Unis ou vice-versa. Il y a de l'efficacité à trouver dans la globalisation et la mondialisation. Mais si vous essayez d'expliquer la big picture d'entrée, c'est effectivement, Bien. ouais, c'est assez effroyable. Et là, il faut pas 3 heures, il faut beaucoup plus. Il y a une association formidable qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, où des dirigeants, des entrepreneurs vont dans les écoles expliquer leur quotidien, expliquer leur vie. On les salue ici, ils font cet effort de pédagogie dans les lycées, dans les collèges. Vous êtes un passionné de judo. Vous êtes un proche de Teddy Riner, il vous envoie des petits SMS quand il est fini des combats. Qu'est-ce que le judo vous a enseigné? Comment est-ce que vous êtes renforcé en tant que dirigeant avec le judo? Moi, je suis proche des valeurs du sport de façon générale. Au Crédit Agricole, on disait le sport est école de la vie. J'ai pratiqué le football et pratiquer le football, c'est très beau aussi. Mmh. Le problème, c'est qu'il y a des valeurs qui se perdent, voire il y a de la violence autour du football, pas dans le football, mais autour. Je trouve qu'on trouve la même chose dans tous les sports, même individuels. Ce que vous faites, je vais essayer de faire les 20 kilomètres de Paris dans quelques jours avec ma fille. Vous courez pas seul. Vous courez avec tout un collectif, voilà. Et après, je me suis orienté, ou plutôt assez jeune, mais vers le judo, parce que bon, voilà, c'est un sport que je trouvais très intéressant, mais dans lequel il y a une forme de quintessence managée, organisée des valeurs. Quand vous rentrez dans un dojo en France, dans l'endroit où on fait du judo, vous avez d'abord la photo de Maître Kano, qui a créé le judo il y a plus d'un siècle au Japon. Et vous avez le code moral du judo avec 8 valeurs, qui sont, le respect, la confiance, l'amitié, voilà des valeurs de fond qui sont expliquées et qui sont écrites partout et que les gamins à partir de 4 ou 5 ans voient tous.
Voilà. Et donc, quand vous organisez un sport avec ces valeurs qui sont inscrites noir sur blanc sur les murs de l'endroit où vous pratiquez le sport, bah, ça vous permet d'installer, très naturellement le fait que quand vous êtes au judo, c'est pas que ce sport-là, mais comme celui-là, vous rentrez sur le tapis, vous commencez par saluer sur le tatami, vous saluez. Vous savez pas trop qui, mais en fait, vous comprenez vite que c'est le système, de façon générale, ceux qui vous ont permis d'être là et qui vous enseignent, qui vous permettent bon. Ensuite, vous faites un combat, un vrai combat, de judo, donc y compris en randori lorsque vous faites ça de façon amicale avec des partenaires. C'est pas un adversaire, c'est un partenaire qui est en face de vous. Si vous gagnez, vous êtes très content, mais dans tous les cas, vous saluez avant, vous saluez après, vous saluez le juge. Même si il peut se tromper, l'arbitre, mais vous allez le saluer, vous sortez, vous saluez le tapis. Si vous avez gagné, vous le faites très naturellement. Si vous avez perdu, vous le faites, mais vous le faites. Et donc, vous avez avec ça des valeurs qui se créent et quelque chose qui fait que quand vous allez pratiquer du judo, vous avez plus que le plaisir de faire du judo. Vous avez le plaisir d'y rencontrer des hommes et des femmes qui sans être forcément des amis tout court, et moi mes rares amis, c'est parce que les vrais amis c'est quand même plutôt rare, viennent du monde du judo, des gens, qui pratiquent ou qui ont pratiqué avec moi au local, bon en tant que tel. Bien vous trouvez un collectif, dont vous voyez bien qu'ils vont continuer à faire vivre ces valeurs, y compris lorsque vous n'êtes plus sur le tatami en tant que tel. Et moi je trouve que tous les sports où il y a une forme de risque, parce que je ne veux pas dire que le judo est dangereux, mais si vous lâchez votre adversaire et qu'il tombe sur la tête, c'est très dangereux. Ouais, je rappelle pour ceux qui connaissent pas bien ce sport que pour gagner, notamment debout, il faut projeter l'individu fortement sur le dos, mais en le tenant, en maîtrisant la chute de l'autre. Si vous le lâchez, c'est dangereux et c'est vous qui êtes éliminé. Donc ça donne un liant à celui qui est un adversaire, mais en même temps partenaire, bah, que je trouve émouvant au sens vrai du terme. Et on aime bien faire du sport, on aime bien voilà donner du rayonnement à son corps, mais on aime bien les émotions en même temps. C'est pour ça que je garde pour le judo une affection très particulière. Alors vous êtes originaire de Générac, un petit village à côté de Nîmes, dans le Gard, Oui. et vous êtes connu comme celui qui attrape les taureaux. Est-ce que prendre le taureau par les cornes, c'est votre style de management? Non, alors d'abord, je vais pas me vanter de cela. Je vais juste rappeler qu'effectivement, en étant un enfant de la Camargue, dans Camargue, il y a une tradition taurine avec le taureau camarguais qui est très importante. La fête votive, c'est beaucoup de boules, c'est beaucoup de taureaux, et c'est beaucoup une boisson anisée que je vais pas citer, mais qui crée la fête en tant que telle. Mais le taureau est effectivement au cœur de cette fête-là, et notamment le fait de mettre les taureaux dans la rue. En fait, le plaisir de se faire peur et d'admirer cet animal-là. Et donc, dans ce qu'on appelle les arbrivades ou les bandits dans les villages, bah, les jeunes essaient d'empêcher les gardiens à cheval de mener les taureaux d'un endroit à l'autre et essayer de les faire échapper. Et effectivement, moi, j'ai jamais fait échapper les taureaux, mais j'adorais aller au milieu des gardiens qui me connaissaient bien et qui me laissaient souvent rentrer. Pas courageusement, s'il y a plutôt par l'arrière pour toucher, tenir le taureau par la queue, le toucher, courir avec lui. Il Ça a attrapé la permis cocarde? ça a permis alors la cocarde, c'est dans les arènes, je n'étais pas assez habile et courageux pour faire cela, mais dans cette idée, au fond, d'être au cœur de cette fête-là. Et j'étais loin d'être un expert d'attraper les taureaux, qu'on appelle les attrapailles dans le sud de la France, et qui est quand même un exercice difficile, parce qu'il faut, pour aller se mettre au camp du taureau, arriver à le freiner vraiment et à l'arrêter. D'abord, vous le faites pas seul, il faut que soyez nombreux. Et c'est effectivement, ça continue à être une tradition très très forte dans le sud de la France. Peut-être pour conclure, un dernier conseil à des dirigeants qui nous écoutent pour aborder cette nouvelle phase de la vie des entreprises qui va être transformée, bouleversée par l'intelligence artificielle. Vous avez connu des moments de crise, des moments d'incertitude. Est-ce que vous pouvez partager des conseils à un dirigeant qui aborderait Ben, ces nouvelles périodes? enfin, en tout cas, je peux témoigner. Les conseils, c'est très prétentieux de dire qu'ils peuvent être utiles aux autres, mais en tout cas, je peux témoigner. En vous écoutant, je pense qu'il y a une tromperie psychologique sur le mot d'incertitude. L'incertitude, c'est pas une menace, c'est une chance. Si les choses étaient certaines, ça veut dire que tout est fait, tout est établi. Les jeux sont faits d'avance. L'incertitude, c'est la vraie vie. C'est celle qui fait que c'est pas réalisé d'avance. Et normalement, on le classe dans le repris des chances de façon générale. Les jeux ne sont pas faits. Donc l'incertitude, c'est nécessaire. Et c'est ce qui fait que demain, après-demain, c'est pas écrit d'avance. Donc tant mieux.
Si c'était le cas, ça serait terrible en tant que tel. Et donc il faut pas, laisser espérer aux dirigeants qu'il y aura moins d'incertitudes et qu'ils connaîtront mieux le futur, dans lequel ils vont pouvoir jouer. Donc il faut pas se raccrocher à ça, il faut au contraire se raccrocher à ce qu'on va, appeler aujourd'hui, mais de façon trop intellectuelle parce que c'est pas si intellectuel que ça, qui est, la notion de finalité, de raison d'être. Au fond, vous devez vous poser la question, fondamentalement, pour gagner votre vie en tant qu'entrepreneur, vous êtes au service de qui et pourquoi faire? Pour apporter quelle valeur ajoutée en tant que telle? Et donc ça doit être une certitude. Dans les incertitudes de ce qui va se passer, il y a la certitude de votre conviction, de ce que vous aimeriez vraiment faire. Mais un peu comme l'horizon, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous dirigez vers un endroit que vous allez l'atteindre. Et moi, je voudrais réhabiliter la notion d'utopie. L'utopie, vous savez, c'est un mot qui est souvent affecté aux rêveurs, à ceux qui ont pas les pieds sur terre. Si l'utopie est prise pour ce que c'est fondamentalement, c'est-à-dire une direction vers laquelle vous allez de façon inspirée, qui vous fait progresser, même si vous l'atteignez jamais, les utopies, ça vous donne le chemin, pour continuer à progresser et à vous développer. Donc, il faut que les entrepreneurs aient leur utopie, la fassent partager, non pas comme un truc théorique dont ils vont parler que de temps en temps, mais parce que c'est le chemin qui les guide et qui leur permet d'entraîner leurs équipiers. Mmh. Je préfère parler d'équipiers ou de coéquipiers que de collaborateurs ou au fond de salariés ou de partenaires, leurs équipiers vers cette utopie-là. Donc, je pense que ce monde a besoin d'être non pas réenchanté, mais plein d'utopies, c'est-à-dire de gens qui essaient de faire plus, de faire mieux, d'aller plus loin. Et ça traverse les incertitudes, que du coup vous allez prendre comme des opportunités, parce que non, on ne sait pas qui seront les champions dans 10 ans, dans 5 ans, mais peut-être être le mois prochain, et c'est une excellente chose et c'est une très bonne nouvelle. Ici, nous essayons de faire plus, de faire mieux, grâce à des témoignages comme le vôtre. Nous allons pouvoir construire nos propres utopies, notre vision. Un grand merci Philippe Merci à vous, de ce c'est un plaisir. témoignage. À très bientôt. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez apprécié, ça nous donne du courage pour toute l'équipe, pour vous apporter des témoignages toujours plus fructueux. Un grand merci Philippe. À très bientôt. Merci à vous.